Bienvenue dans Secrètes de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Bienvenue dans cette exploration aujourd'hui. On va s'intéresser à un dispositif français assez fascinant, je trouve. La validation des acquis de l'expérience, la VAE, quoi. L'idée de base, elle est simple mais assez puissante. Comment transformer des années de travail, de terrain, en un diplôme? Une certification officielle, reconnue. Et ça, sans retourner à l'école. C'est ça, c'est une idée forte. Et pour nous guider, on s'appuie sur une source, un guide assez détaillé qui décortique vraiment les étapes pour réussir sa VAE. Notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre comment ça marche, vraiment, pour qui c'est fait, et surtout, comment on s'y prend concrètement pour que ça aboutisse. Oui, parce que ça peut vraiment ouvrir des portes. Exactement. Reconnaissance, évolution de carrière, parfois même une reconversion. C'est un droit, hein, c'est dans le Code du travail depuis 2002. Donc potentiellement, ça concerne beaucoup de monde. En théorie, oui. Mais attention, et notre source le dit bien, c'est pas juste une formalité. Il y a du monde qui se lance, mais le succès, ça demande de la méthode, une vraie préparation. Un investissement, oui. Alors, allons-y, décortiquons ensemble ces étapes clés. Bon, pour commencer par le commencement, la VAE, c'est quoi exactement et qui peut vraiment y prétendre? Est-ce qu'il suffit d'avoir travaillé longtemps? Alors, c'est un peu plus précis que ça. La VAE, c'est la possibilité d'obtenir une certification professionnelle. Ça peut être un diplôme, un titre pro, un certificat. Et la base de tout ça, c'est l'expérience qu'on a acquise. Que ce soit comme salarié, indépendant ou même bénévole. Ça, c'est important, on l'oublie souvent. Ah oui, même le bénévolat compte, hein. Oui, tout à fait. La condition numéro 1, et ça le guide insiste beaucoup dessus, c'est d'avoir au moins 1 an d'expérience. Ça a changé récemment d'ailleurs, hein. Avant c'était 3 ans. Une année seulement maintenant. Ah oui, c'est une grosse différence, hein. Mais ça ouvre beaucoup plus. Mais attention, l'expérience doit être en rapport direct avec la certification qu'on vise. Et ce rapport direct, c'est vraiment le point clé. C'est pas suffisant d'avoir bossé dans le même secteur, quoi. Il faut que les missions, les compétences utilisées correspondent vraiment au référentiel de la certification. D'accord, c'est très précis. Et ce référentiel, justement, ça couvre quoi comme certification? On peut viser n'importe quel diplôme avec une VAE? Presque. La gamme est vraiment très large. C'est une des forces du système. On peut viser des diplômes d'État, genre éducation nationale, agriculture. On peut aussi viser des titres professionnels qui sont inscrits au RNCP, le fameux répertoire national des certifications professionnelles. Il y a aussi les CQP, les certificats de qualification professionnelle, souvent très liés à une branche métier. Et même des diplômes du supérieur, hein, du BTS jusqu'au master, parfois même diplôme d'ingénieur. Ah oui, quand même. C'est France Compétences qui gère ça. Donc oui, les possibilités sont énormes dans quasi tous les domaines. C'est bon à savoir. Bon, alors, la source insiste beaucoup sur la toute première étape, avant même de penser au papier, définir son projet. Pourquoi c'est si crucial? Ça semble un peu logique, non? Détrompez-vous, c'est souvent là que ça coince en premier. Le guide montre que beaucoup d'échecs ou d'abandons viennent d'un projet flou au départ. Si on se lance juste pour voir ou parce que quelqu'un nous a poussé, ça marche rarement. Il faut vraiment savoir pourquoi on le fait. Est-ce que c'est pour une reconnaissance qui manque, pour négocier une augmentation, une promotion, pour évoluer en interne, ou carrément, est-ce que c'est une étape vers une reconversion? Savoir ça, c'est essentiel pour 2 choses. D'abord, ça aide à choisir la bonne certification parmi toutes celles qui existent. Et ensuite, ça donne la motivation pour tenir sur la durée. Parce qu'une VAE, faut être clair, c'est un marathon. C'est pas un sprint. Un marathon, oui, l'image est parlante. Et une fois qu'on sait pourquoi on se lance, comment on fait pour trouver la certification idéale dans cette fameuse liste du RNCP? Ça a l'air un peu dense. Ah oui, c'est un petit travail d'enquête, hein. Le point de départ obligé, c'est le site de France Compétences. On peut chercher par secteur, par métier, par mots-clés. Mais il ne faut pas s'arrêter au nom du diplôme. Le plus important, c'est d'aller voir le référentiel qui va avec. C'est le document essentiel. Il décrit précisément les compétences, les savoirs attendus, souvent sous forme de blocs de compétences. Faut lire ça très très attentivement. Et se demander si ça colle vraiment à ce qu'on a fait. Exactement. Se demander, honnêtement,
Est-ce que mon expérience couvre bien ces points? Est-ce que j'ai des exemples concrets pour chaque compétence? Le guide conseille aussi, et c'est une bonne idée, de contacter les organismes qui délivrent la certification. Les organismes certificateurs. Souvent, ils ont plus d'infos, parfois des exemples, des réunions d'information, ou même des entretiens gratuits pour voir si ça correspond bien. Faut pas hésiter à faire ça pour être sûr de son choix. D'accord. Une fois qu'on a son projet, sa certification en tête, là on passe à l'administratif. Le fameux livret 1, c'est juste une formalité ou c'est déjà un peu plus? C'est plus qu'une formalité, oui. C'est la première étape officielle. Ce livret 1, ou dossier de recevabilité, il sert à prouver qu'on remplit les conditions. Surtout cette fameuse année d'expérience minimum en lien avec le diplôme. Donc, là, il faut rassembler les preuves. Contrat de travail, bulletin de salaire, attestation d'employeur, CABIS si on est indépendant, attestation d'assaut pour le bénévolat. Tout ce qui prouve la durée et ce qu'on a fait, en gros. C'est ça. Mais il n'y a pas que ça. Ce livret demande aussi déjà une petite description des activités, des responsabilités, en lien avec le référentiel visé. Il faut déjà commencer à utiliser le bon langage, à parler compétences. C'est une sorte d'échauffement pour le gros travail du livret 2. Un avant-goût. Et pour déposer ce livret 1, il y a des dates limites, des choses comme ça? Ah ça dépend. Chaque organisme certificateur a ses règles. Certains prennent les dossiers toute l'année, pas de souci. D'autres y fonctionnent par session, avec des dates butoirs très précises. Et là, faut pas les rater. D'accord, donc premier réflexe, vérifier le calendrier. Exactement. Se renseigner directement auprès de l'organisme. Une fois qu'on a déposé le dossier, ils ont 2 mois maximum pour répondre. C'est la loi. Si la réponse est positive, on reçoit la recevabilité. C'est le feu vert officiel. Et à partir de là, en général, on a 3 ans pour aller au bout. Rédiger le livret 2 et passer devant le jury. Bon, alors, parlons-en de ce livret 2, le dossier de validation. La source dit que c'est vraiment le cœur de la VAE, là où il faut tout mettre sur la table. C'est là que ça devient sérieux, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça. Le livret 2, c'est le gros morceau. Là, on n'est plus dans la preuve administrative, on est dans la démonstration. Il faut prouver, avec des exemples concrets, que l'expérience qu'on a eue nous a permis d'acquérir chaque compétence, chaque savoir listé dans le référentiel. C'est un vrai travail d'analyse, d'explication de son parcours. Souvent d'ailleurs, la structure du livret suit celle du référentiel. On prend compétence par compétence ou bloc par bloc. Et pour chaque compétence, il faut détailler. Oui, il faut aller bien au-delà d'une simple liste de tâches. Il faut décrire le contexte, expliquer les actions précises qu'on a menées, les méthodes, les outils qu'on a utilisés. Il faut aussi parler des difficultés qu'on a pu rencontrer, comment on les a surmontées, les résultats qu'on a obtenus. Et surtout, le guide insiste là-dessus, montrer sa capacité à réfléchir sur sa pratique. Qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Ça demande une sacrée introspection sur son propre travail. Et la source parle d'une méthode pour aider, la méthode STAR. Ça peut aider à structurer cette démonstration. Oui, STAR, c'est un outil très pratique que le guide recommande. Ça aide vraiment à raconter ses expériences de manière claire, structurée et convaincante pour le jury. STAR, c'est un acronyme. Situation, tâche, action, résultat. En gros, pour une compétence donnée, on choisit 1 ou 2 situations de travail clés. Et ensuite, 1. On décrit la situation, c'était quoi le contexte, l'enjeu. 2. On précise la tâche, quelle était la mission, l'objectif. 3. On détaille les actions. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement, pas à pas. Quelles décisions on a prises, quels outils on a utilisés. Ça, c'est vraiment le cœur. 4. Et enfin, les résultats. Qu'est-ce que ça a donné concrètement? Est-ce qu'on peut le mesurer? Chiffres, indicateurs ou des résultats qualitatifs? Quel retour on a eu? Ah oui, ça oblige à être très factuel. C'est ça. Ça aide le jury à bien comprendre le niveau de responsabilité, la maîtrise technique, l'autonomie. Et pour appuyer tout ça, j'imagine qu'il faut des preuves. On ne peut pas juste raconter. Indispensable. Le livret 2 sans preuve, ça manque sérieusement de crédibilité. Il faut joindre des annexes, des éléments concrets qui viennent illustrer et confirmer ce qu'on raconte. Ça peut être plein de choses, selon le métier. Des bouts de rapport, des présentations qu'on a faites, des tableaux de bord, des plans, des schémas, des cahiers des charges, des comptes rendus. Des choses qu'on a produites soi-même. Oui, ou des projets qu'on a menés. Ça peut être des outils qu'on a créés, des procédures, des grilles d'analyse, des supports de formation qu'on a faits, parfois même des articles si on en a publié. Le guide donne un conseil important. Choisir la qualité plutôt que la quantité. Mieux vaut quelques preuves bien choisies, très parlantes pour une compétence clé, qu'un énorme dossier avec plein de choses pas forcément pertinentes.
Eh bien, les relier au texte, j'imagine? Tout à fait. Chaque preuve doit être numérotée et on doit y faire référence clairement dans le texte, genre voir annexe 3, pour que le jury s'y retrouve facilement. Ce livret 2, ça ressemble vraiment à un mémoire professionnel en fait, hein. Bon, une fois qu'on a fini ce gros travail, qu'on l'a envoyé, il reste la dernière étape, l'entretien avec le jury. Comment on se prépare à ça? Ça peut faire un peu peur. C'est l'étape finale, oui, la soutenance de son expérience. Ça dure en général entre 30 minutes et 1 heure. En face, il y a un jury. Dedans, il y a des professionnels du métier, des gens qui savent de quoi on parle, et souvent aussi des formateurs ou des profs du domaine. Ils ont lu le livret 2 avant, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils cherchent à savoir pendant cet entretien? Plusieurs choses. D'abord, vérifier que c'est bien vous qui avez vécu et analysé tout ça. L'authenticité. Ensuite, ils vont sans doute vouloir creuser certains points du livret. Peut-être des choses qui leur semblent moins claires ou une situation intéressante qu'ils veulent mieux comprendre. Ils vont évaluer le niveau réel de maîtrise des compétences, voir si on est capable de prendre du recul, d'expliquer ses choix. Parfois, ils peuvent poser une question technique un peu pointue ou proposer une petite mise en situation rapide, juste pour voir comment on réagit. D'accord, donc ce n'est pas juste répéter son livret 2, il faut s'attendre à être un peu bousculé. Exactement. C'est pas un examen où on récite une leçon. C'est un vrai échange entre professionnels. D'ailleurs, le jury regarde aussi la façon de communiquer. Est-ce qu'on est clair? Est-ce qu'on arrive à argumenter? Est-ce qu'on écoute bien les questions? La posture compte aussi. Il faut être sûr de soi, mais sans être arrogant. Et comment on peut se préparer à ça, concrètement? Le guide conseille fortement de préparer une petite présentation de soi et de son parcours. Très synthétique, hein, 5-10 minutes max. On y résume son parcours, les points forts de son expérience par rapport à la certification. Commencer comme ça permet de prendre un peu la main, de montrer qu'on maîtrise son sujet, ça met en confiance et ça fait bonne impression. S'entraîner à le faire à voix haute, peut-être? Éventuellement, faire des simulations d'entretien avec quelqu'un, si c'est possible. C'est vrai que ça a l'air d'être un parcours assez exigeant, tout ça. Pour maximiser ses chances de succès, quels sont les conseils clés qui ressortent du guide? Y a-t-il des choses qui aident vraiment? Le conseil qui revient le plus souvent, d'après la source, c'est vraiment de se faire accompagner. C'est pas obligatoire, mais les chiffres montrent que ça augmente nettement les chances de réussite. Ah oui, pourquoi? Les accompagnateurs VAE sont des professionnels. Ils connaissent bien les attentes des jurys, les pièges à éviter. Ils aident à bien choisir la certification au départ. Ils aident surtout à structurer le fameux livret 2. L'écriture est particulière, très analytique. Ils aident à choisir les bonnes preuves, à les mettre en valeur. Et puis, ils préparent à l'entretien oral. C'est un vrai plus. C'est un coût, bien sûr, mais il y a des financements possibles. Comme le CPF, par exemple. Oui, le compte personnel de formation peut être utilisé. Parfois, c'est l'entreprise qui finance via son plan de développement des compétences. Il peut aussi avoir des aides de la région. Il faut vraiment se renseigner sur les possibilités de financement. D'accord. Et à part l'accompagnement, d'autres conseils? La gestion du temps, c'est crucial. Le guide dit qu'une VAE complète, ça prend en moyenne 8 à 12 mois. Et c'est plusieurs heures par semaine, en plus du travail, de la famille. Donc il faut être réaliste, se faire un planning, se fixer des étapes et essayer de s'y tenir. La régularité, c'est la clé. Travailler à fond une semaine et puis plus rien pendant un mois, ça ne fonctionne pas. Il faut tenir sur la durée. Exactement. Et puis, une chose importante aussi, c'est le soutien de l'entourage. La famille, les amis, parfois même les collègues ou le manager s'ils sont au courant et bienveillants. Avoir des gens qui comprennent l'enjeu, qui encouragent quand on a un coup de mou, ça aide vraiment à garder la motivation jusqu'au bout. Une question un peu plus technique. Imaginons que le jury ne valide qu'une partie de la certification. Ça arrive. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas? C'est un échec? Non, surtout pas le voir comme un échec total. C'est même assez fréquent, une validation partielle. Dans ce cas, le jury donne une attestation. Et sur cette attestation, il est écrit précisément quels blocs de compétences sont validés et lesquels ne le sont pas. Ah, d'accord. L'avantage énorme, c'est que les blocs qui sont validés, ils le sont pour toujours. C'est acquis définitivement. Ensuite, le candidat a un certain temps, souvent 5 ans, pour obtenir les blocs qui manquent. Et là, il y a plusieurs moyens. Comme quoi, par exemple? On peut suivre une formation complémentaire, mais ciblée juste sur ce qui manque. Ou alors acquérir l'expérience qui correspond au bloc manquant et redéposer un dossier juste pour ça. Parfois, on peut juste repasser une évaluation spécifique. Donc ce n'est pas une porte fermée, c'est plutôt une feuille de route pour la suite. Exactement. C'est une étape vers l'objectif final. On identifie 3 principaux qui reviennent souvent. Le premier, c'est de sous-estimer le travail que représente le livret 2.
Beaucoup de gens pensent que ça va aller vite, mais non, c'est un vrai travail d'analyse, de rédaction, ça prend du temps, ça demande de la méthode. On l'a bien compris, je crois. Le deuxième piège, C'est de rester trop descriptif, de juste raconter ce qu'on a fait comme une liste de tâches. Ça ne suffit pas. Il faut expliquer le comment, le pourquoi, les résultats, ce qu'on en a appris. C'est l'analyse qui compte. démontrer, pas juste décrire. Voilà. Et le troisième piège, c'est de négliger la préparation de l'oral. Certains font un super dossier écrit, très complet, mais ils ratent l'entretien parce qu'ils ne s'y sont pas préparés. Ils sont surpris par les questions, ils n'arrivent pas à bien expliquer, à défendre leur travail. L'oral, c'est une étape en soi. Elle se prépare sérieusement. D'accord. Donc pour résumer tout ça, la VAE, c'est clairement une opportunité intéressante pour faire reconnaître la valeur de son expérience, mais c'est un vrai parcours exigeant qui demande d'être clair avec son projet, d'être méthodique, rigoureux dans l'analyse de son travail et d'y consacrer du temps et de l'énergie. C'est tout à fait ça. Mais les bénéfices potentiels, que ce soit pour la carrière ou même la confiance en soi, semblent vraiment valoir l'effort, non? Oui, je pense. L'idée de fond, elle est belle. Le travail, l'expérience, même si elle n'a pas été validée par un diplôme au départ, ça crée de la compétence, de la valeur. Et la VAE, c'est le cadre qui permet de rendre ça officiel, de transformer ce capital d'expérience en une certification reconnue. Ça répond directement aux besoins de reconnaissance ou d'évolution qu'on évoquait au début. Et ça valorise des parcours qui ne sont pas toujours linéaires, j'imagine. Exactement. Et juste pour finir, une petite réflexion. On a beaucoup parlé du but, obtenir le diplôme. Mais est-ce que le chemin lui-même, ce processus VAE, n'apporte pas quelque chose d'autre? Ce travail intense d'analyse sur soi, sur sa pratique, ses réussites, ses difficultés, est-ce que ça ne permet pas de découvrir des choses sur ses propres compétences, peut-être des talents cachés, ou même de donner un nouveau sens à son parcours? C'est une excellente question. C'est vrai que cette démarche oblige à une introspection assez poussée. Et souvent, les candidats en ressortent avec une meilleure connaissance d'eux-mêmes, au-delà du diplôme. Une réflexion à méditer peut-être. Merci beaucoup d'avoir partagé cette exploration avec nous. Merci à vous. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.